Après l'Odyssée, j'avais envie de redonner une chance au projet le plus mal aimé de la carrière de Christopher Nolan. Tenet. Aujourd'hui, vu que je vais parler de Tenet et de l'intégralité du film, je vais évidemment le spoiler. Donc si vous n'avez jamais vu Tenet, allez le voir et revenez après. À sa sortie, Tenet m'avait pas mal énervé. Ma critique est encore disponible évidemment, c'est un film qui a énervé beaucoup de personnes. J'étais vraiment déçu de la proposition presque parodique de lui-même pour Nolan. Un truc où il jouait tellement avec les codes du temps et de son admiration pour James Bond que ça faisait mal à l'œuvre en soi. Mais là, avec Oppenheimer, avec l'Odyssée, vu que ça parle des mêmes sujets, ces trois films, sa fameuse, peut-être maintenant on va l'appeler comme ça, trilogie de l'apocalypse, ou des regrets, ou de la fin du monde, comme vous voulez, j'avais envie de redonner une chance au film. Et maintenant, j'ai envie d'en parler. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, Cyberghost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, mais c'est aussi un service que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description le code épinglé, un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie, vous allez avoir la VE STFR et même la VEF dans certains cas. Sur Disney+, vous avez déjà Avatar 3 où le diable s'habille en Prada 2. Sur Prime Video, vous avez Projet Dernière Chance. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO. Si vous avez un abonnement avec Canal, connectez-vous avec ce compte sur Max et ça fonctionne. Vous allez avoir des films comme de drama ou encore Mortal Kombat 2. Et en plus, les serveurs Cyberghost sont optimisés par plateforme de streaming. Il n'y aura aucun problème. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous allez avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Prenez un abonnement dans un pays de l'Union Européenne comme la Roumanie, la Bulgarie. Ça fonctionne encore aujourd'hui. Il y a plein de tutos en ligne qui vous disent comment faire. Vous le savez, maintenant il faut mettre sa carte d'identité sur certains sites internet et personne n'a envie de faire ça. Si vous voulez continuer à vous Tom le Hollande en paix, prenez un VPN. De même, quand vous regardez des films d'une certaine manière, avec un VPN, vous serez en bien plus grande sécurité et vous pouvez continuer votre cinéphilie. Clin d'œil, clin d'œil. Vous pouvez partager un compte avec cette personne. Au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et cela sans aucune difficulté. En quelques clics, vraiment tout le monde peut le faire. Vous pouvez essayer par vous-même quand vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours. Vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, le code épinglé afin de vous abonner à Cyberghost VPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. J'ai envie de commencer avec le travail sur la musique et le son, car c'est la première chose qui surprend dans le film dès l'apparition des logos. La musique est spéciale, un peu différente. Et Nolan, il a toujours aimé mélanger, évidemment, musique intradiégétique et extradiégétique, qui est dans le film et qui est la musique du film. Le meilleur exemple récent, c'est l'Odyssée. Vous savez, l'arc d'Ulysse, c'est de la musique de film, surtout à la fin. Mais en même temps, c'est un son que les gens, les personnages entendent dans la scène. Et là, il commence son film avec une musique qui donne l'impression d'être faite, composée à l'envers, qui donne sur un orchestre. C'est pas par hasard, hein, c'est vraiment le cœur du film. Cette scène est peut-être la plus importante de l'œuvre, car c'est là que tout commence et tout se finit. En théorie, et justement, passer de cette musique à l'envers à un orchestre organisé qui compose avec le temps est assez génial en réalité. D'ailleurs, c'est la première collaboration avec Ludwig Göransson qui, d'après moi, fait un peu trop de Hans Zimmer. Tu vois que Nolan, il voulait avoir Hans Zimmer sur le projet. Il avait une vision très Zimmeresque pour la musique, mais Zimmer a été occupé. Il était en train de faire la musique de Dune. D'ailleurs, depuis, ils n'ont plus jamais rebossé ensemble. Nolan, quand il change de collaborateur, il revient jamais en arrière, que ce soit son chef-op, que ce soit Zimmer par exemple. Mais tu vois que là, il voulait avoir ces gros booms à la Inception, il voulait avoir ces moments un peu plus piquants à la The Dark Knight, il voulait avoir le chronomètre à l'Interstellar, et justement dans leur collab après, sur Oppenheimer, sur l'Odyssée, j'ai l'impression qu'il a plus laissé Ludwig se prononcer et la musique est meilleure. Pour moi, l'Odyssée, c'est peut-être la meilleure BO de la carrière de Nolan, hein. Je sais que c'est compliqué parce qu'Hans Zimmer, The Dark Knight, par Interstellar et tout, mais je trouve que l'Odyssée, il a capté un truc qui est tellement fort et original et unique, qui, bref, je vais pas reparler de l'Odyssée, je vais vous tunnel encore sur l'Odyssée, mais en tout cas, j'aime beaucoup quand il laisse Ludwig faire sa musique, et là, mon seul regret, c'est qu'il fait un peu trop du Hans Zimmer. Ça marche bien dans le film, moi j'aime bien la musique de Tenet, hein. Mais attention, on dirait plus une compilation de ce qu'il faisait avant dans sa carrière, plutôt quelque chose de nouveau, d'original, mais c'est ça qui marche bien aussi, c'est la manière dont il utilise la musique. C'est-à-dire qu'en fonction des personnages, l'exemple tout bête, c'est à la fin du film. Lors du climax, le protagoniste, il a une musique classique à la Zimmer, mais le personnage de Neil, de Rob Pattinson, il a un thème similaire au protagoniste, mais à l'envers.
car lui n'est pas dans la même temporalité. Lui, il fait la guerre à l'envers. C'est pour ça aussi qu'ils ont ces badges rouges et bleus, c'est pour qu'on les reconnaisse. C'est une scène d'action sur 2 linéarités, ou pas. Bref, c'est tout le débat du film, on va en parler après. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il utilise vraiment la musique pour raconter des choses sur les personnages et sur son film aussi. Et c'est ça que j'aime bien. Il y a aussi une musique qui fait très penser à Dark Vador avec une forte respiration, qui est devenue d'ailleurs une trend sur les réseaux il y a quelques semaines, voire quelques mois. J'avais oublié que c'était la musique de Tenet, mais c'est ça qui marque. C'est plus le son que la musique en soi, c'est la respiration. Et justement, moi je trouve qu'à la fois c'est une bonne chose que ce soit des bruitages comme ça entre guillemets qui font partie de la BO qui ressortent, mais en même temps le mixage son sur les télés, oh là 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 là, mais quel enfer. Ça pour le coup, il a du mal. Il a du mal parce que j'ai mis mon Blu-ray Tenet, 4K, tout ça, les visuels ils sont incroyables. De toute façon Nolan quand il s'agit de Blu-ray c'est genre l'un des meilleurs du game, si c'est pas le meilleur du game, mais le mixage son, j'étais avec ma télécommande en main, je baissais le son, je le montais, les dialogues j'entendais rien, les scènes d'action qui apparaissaient parfois avec, je sais pas, un impact de balle, un truc comme ça, après un dialogue, c'était trop fort, mes voisins ils ont dû péter un câble quoi, je faisais que descendre et monter le son, c'était n'importe quoi, pourtant j'ai un très bon système son, très bonne télé, ce que vous voulez. Le film est pas adapté. Le mixage son, franchement, au cinéma peut-être c'était bien, mais à la maison c'est très compliqué. Mais au moins la musique, trop répétitive par rapport à sa carrière, pas assez inspiré, mais quelques moments de fulgurance, surtout narratifs, qui racontent beaucoup sur le film, que j'ai apprécié. Mais en termes de mise en scène, il faut en parler, hein, l'introduction est vraiment réussie. L'attaque terroriste au début, pour moi, est bien, car il arrive à parfaitement installer l'enjeu en soi, sans l'expliquer, sans faire des caisses comme il fait d'habitude. Tu le comprends, t'as un plan sur les faux badges, tu sais que c'est de l'interventionnisme américain et tu sais qu'en fait il y a une sorte de mission conjointe avec les Russes ou tu sais pas qui encore pour l'instant. Donc il y a un truc vraiment où c'est des Américains qui devraient pas être là, qui sont finalement là. T'es direct dans le mood d'espionnage, de l'illégalité, d'une échelle vraiment genre internationale, ce qui est vraiment cool. Ils ont des phrases secrètes, ils se cachent, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que le protagoniste, il te sort une balle de son flingue, chose qui peut sembler basique et tout, je sais pas, c'est stylé, je sais pas quoi. Non, en fait, c'est réutilisé constamment. Les balles qui rentrent et sortent des flingues, c'est l'un des motifs visuels qui reviennent plus, c'est l'un des plus intéressants. Et avoir ce petit truc au tout début, ça te fait déjà mettre dans ta tête ce que tu vas voir tout le long du film. Et ça, j'aime bien. En plus de ça, c'est maîtrisé. En termes de géographie, c'est tout droit pour entrer dans le bâtiment. C'est vraiment super. Constamment des couloirs, tout le film, c'est facile de se repérer dans l'action, tu suis de près les intervenants, t'es à fond niveau immersion, vu la proximité et le montage qui prend son temps, ce qui est rare pour Nolan, mais surtout que c'est une salle de concert ronde, avec des couloirs pour s'asseoir, c'est circulaire, mais avec ces lignes qui te permettent de toujours comprendre l'action encore une fois, tu te sens à leur place, tu connais l'enjeu, tu connais l'action, t'es à fond, t'es jamais perdu, c'est hyper important pour une scène d'action, c'est ça que j'aime beaucoup, sans même parler du format IMAX qui t'envoie mais vraiment une claque dans la gueule sur ta télé. Le mixage son de la scène d'action en soi est bien, surtout avec les balles. C'est quand tu sors de la scène d'action, là c'est un peu compliqué quoi, mais tu penses être sûr de ce qui va se passer. C'est une scène classique d'espionnage que t'aimes, t'es vraiment dedans dès le début. Je trouve que c'est l'une des meilleures scènes d'intro de Nolan pour le coup. Et puis même quand le format d'image change, car IMAX, pas IMAX, c'est ok. Ça passe crème, tu passes avec ton format 1.78 où ta télé est remplie et là c'est magnifique, évidemment c'est un régal. J'ai hâte d'avoir le Blu-ray de l'Odyssée pour voir les 3 heures de film comme ça. Mais même quand tu sors de l'IMAX, je trouve que c'est vraiment bien fait et ça reste un plaisir de mater comme ça. Là où ça devient intéressant en termes de film, c'est le surnaturel. En fait, t'es sur une scène assez basique, entre guillemets, réaliste, que t'as l'habitude de voir dans ce genre de film, et d'un coup, t'as une balle, un impact qui bouge bizarrement. Tu passes de James Bond à autre chose. Et l'idée en soi est trop bonne, quoi. De changer du genre de l'espionnage pour ajouter une couche de surnaturel, de science-fiction limite, tout en gardant le même ton, c'est une super idée. Surtout la scène qui vient après. J'aime beaucoup l'esthétique URSS. Tarkovsky, c'est clairement une inspiration pour Nolan, ici avec ses nombreux moments, avec de la ferraille, les énormes bâtiments en acier, abandonnés. C'est ça qui est bien, c'est de voir un ancien empire et les personnages qui le traversent, parce que c'est la thématique de l'œuvre. T'as même une scène avec une ville qui est coupée en deux par un mur, bon bah ça fait penser à Berlin aussi. C'est le sujet du film, comment est-ce qu'on arrive à préparer la fin du monde et surtout l'éviter pour pas finir comme les ruines d'une civilisation ancienne. C'est pas pour rien qu'il va dans des pays où il y avait de grands empires, l'Inde, l'Italie, l'URSS, il aime bien voir les vestiges du passé et le monde qu'il y avait à l'époque, c'est ça qui l'intéresse quoi. Donc j'adore cette ambiance de solitude, de torture qu'il arrive à vraiment installer dès les 10 premières minutes quoi. Et c'est pas pour rien que l'antagoniste est un mec qui a survécu une sorte de Tchernobyl, qui a capitalisé à fond dessus, qui a perdu son humanité et qui est devenu riche grâce à la fin de son monde quoi.
c'est la nouvelle Russie. Et c'est comme ça que le mec s'est enrichi, comme beaucoup d'ailleurs, hein, d'oligarques de la fin de l'URSS. C'est la critique de Nolan depuis le début avec ce film. Il faut s'occuper de ces gens-là qui accumulent, qui créent la guerre, qui la consomment et qui s'enrichissent, quoi. Surtout, dès le début, on voit son obsession avec le temps, encore une fois, avec les cadrans de montres, d'horloges qui sont constamment filmés. Tout est une question de secondes, de minutes. Quand vous revoyez le film, tout est sur un timer, quoi. Tout est tellement chronométré que ça devient anxiogène d'une bonne manière, pour le spectateur en tout cas. Ça en fait un bon film, quoi. Tout le film parle du temps qui passe et du temps qui manque. C'est l'histoire d'un homme et de son amitié qu'il n'a pas encore vécu, puis l'autre qui profite de revivre un dernier moment avec. C'est l'histoire d'une femme qui veut passer du temps avec son fils, et c'est surtout l'histoire d'un monde qui va vers sa chute. Tout est un timer de l'apocalypse, c'est la force de l'œuvre, quoi. Et tu comprends vraiment aussi le côté messianique du personnage. Il est prêt à se sacrifier pour son devoir, et il est récompensé par une résurrection. C'est lui le Jésus un peu du film. De toute façon, Nolan, il a toujours eu cet aspect très chrétien à ses œuvres. C'est l'élu, il en parle tout le film, et j'adore voir le titre Tenet, qui a un palindrome évidemment, apparaître sur sa mort qui donne sur sa renaissance, quoi. Et c'est à la fois le début et la fin du film. Et j'adore cette idée. Et puis franchement, moi j'adore voir du gigantisme au cinéma. Ce qu'il propose là me fait grave plaisir parce que c'est rare, premièrement, de voir ça dans des films. La proposition de filmer de grandes machines qui représentent un peu notre civilisation, comme ici des éoliennes, cet énorme navire jaune qui ressort toujours devant les éoliennes. Même les bâtiments, c'est souvent des gratte-ciel ou des nouveaux bâtiments. Là en Inde, surtout un endroit où il n'y a pas de gratte-ciel, beaucoup, ils représentent vraiment notre société. L'avion, c'est le meilleur exemple. C'est un avion qu'ils ont réellement crashé. Pour le coup, il prend le temps de bien le filmer, c'est son money shot du film, il prend tous les angles possibles, des focales différentes pour jouer sur l'échelle, le rendre gigantesque, pour le coup, des plans intérieurs, extérieurs, t'as de l'or qui tombe à un moment du cargo de l'avion pour montrer la différence d'échelle, il va montrer toutes les formes possibles pour ensuite le crasher, rendre ça spectaculaire et créer aussi un moment unique dans le film qui va tourner aussi autour de ce braquage, quoi. Mais c'est pas pour rien que c'est des objets qui sont nouveaux pour l'humanité. Par rapport forcément à des gratte-ciel, par rapport à forcément l'avion, les éoliennes et tout, il va contraster le nouveau monde avec les ruines de l'ancien. C'est ça la grande force de l'œuvre et ça crée un moment assez fort, je dirais pas épique, mais qui est mérité dans l'œuvre, qui est généreux et tout le film est généreux. Je veux dire, on peut parler des grands objets, tout ça, mais même l'idée des éoliennes, c'est pour parler du sujet du film, d'accord ? Mais c'est surtout pour parler de personnages. Avant tout, je veux dire, le personnage principal se cache dans l'éolienne, il vit là-bas quelques jours, quelques semaines, on sait pas trop. Il est seul, il fait genre que c'est la vie qu'il veut, il fait genre c'est la vie d'espion parfaite et tout, mais tu vois la solitude. Tu vois le mec qui souffre et c'est un mec qui a besoin d'humanité aussi. Il recherche ça tout le film. Et en termes d'action, il faut dire que c'est quand même le film d'action le mieux géré de la carrière de Nolan, hein, encore aujourd'hui. Entre la tension qu'il crée quand il y a ces mafieux russes qui arrivent devant le protagoniste et la scène dans la cuisine qui mélange humour, fluidité, il est bon quoi. Surtout qu'il fait un truc trop simple. Tout le film, c'est des couloirs. Tout le film, c'est que des couloirs. Le concert, c'est des couloirs avec une sorte de cercle au milieu. Là, la cuisine, bah, c'est une cuisine. C'est genre 2 couloirs et puis basta. Et c'est simple, chant contre chant. Il laisse les acteurs et cascadeurs jouer. Et puis basta. Ils font leur choré. Lui, il filme en IMAX. Et on se régale. C'est ça qui est cool avec le film. Et j'aime bien la vibe western d'ailleurs dans la musique dans cette séquence-là. Ils utilisent vraiment tous les instruments dans la cuisine. Ils prennent tous les objets, ils détruisent tout. Et à chaque fois, ça sera toujours la destruction le plus possible. Que ce soit en voiture, que ce soit à la fin, que ce soit ici dans ces petits couloirs. C'est simple, mais efficace. Il resserre l'action. Quand c'est dans ces couloirs-là, le mec est meilleur, quoi. Il sait mieux gérer et j'aime beaucoup. Et puis quand c'est un film de braquage, je trouve qu'il y a un truc aussi. Il t'explique le plan du braquage avec toutes les indications classiques. Himesh Patel, qui est génial encore une fois, qui est l'acteur, mais surtout la mise en scène avec la caméra qui tourne autour d'eux, encore une fois devant des nouveaux bâtiments. À Oslo, il y a un truc vraiment sur la nouveauté, l'ancien monde, la Norvège et tout. Il y a quelque chose, et surtout qui joue sur la cohésion d'équipe. Ils se comprennent, ils sont sur la même longueur d'onde, comme si ça fait des années qu'ils travaillaient ensemble, ce qui est un peu vrai. Du coup, mais surtout, il y a l'élément du temps en plus. Ils prennent le temps d'expliquer la mission, mais lorsqu'elle commence, elle est hyper rapide parce qu'en fait, ils n'ont pas de temps à perdre. Ils apprennent même à respirer le plus longtemps possible. Tout est autour de ça, chaque seconde compte. Et ça qui est intéressant, c'est prendre autant de temps pour en parler, pour juste rusher la mission parce qu'elle doit se faire en quelques minutes et puis basta. Et une mission qui prend quelques minutes est tellement bien réutilisée par la suite qu'il y a une approche hyper terre-à-terre, sincère dans la proposition. Tout ça pour créer un twist et te mettre dans l'incompréhension la plus totale. Car encore une fois, notre cerveau, il capte pas. Notre cerveau, il peut pas capter. Qui est ce mec ? C'est quoi ce combat à l'envers ? Le son, il est bizarre. Le gun est bizarre. C'est pas du tout satisfaisant. En fait, quand tu regardes ça, tu te dis, mais c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe, quoi ? Et c'est le but.
C'est le but que ce soit pas satisfaisant. Parce que le temps de s'habituer à ce qui se passe, pour comprendre et vraiment ressentir la sensation de ce qu'il veut nous partager ici, on s'y habitue et on commence à kiffer. On se dit, ok, il prend le truc le plus basique de l'histoire du cinéma, un braquage, et le change. Et rajoute un truc nouveau, un truc qui surprend autant les personnages que les spectateurs, et je trouve que ça marche bien. On va reparler de l'histoire du temps après, mais je trouve que tout est mieux maîtrisé ici. La course-poursuite, pareil, c'est pas de Dark Knight, on est d'accord, mais ça envoie. Encore une fois, des plans sur le couloir, qui est cette autoroute, les plans sur le côté, un plan zénital, un plan du point de vue du protagoniste, et derrière lui, caméra épaule et tout, l'intérieur des voitures. Tout est basique mais efficace. Et là, bim, tout change, ça se retourne. Les voitures changent de sens, c'est à l'envers. Le concept est fou en réalité. On comprend rien, mais c'est un peu le but quoi. Et j'aime bien quand un film fait ça. Il prend des trucs qu'on connaît de films d'espionnage et il switch complètement la donne avec ce truc un peu SF fantastique. Et c'est le sujet du film. Tout le film, les personnages sont clairement dans le paraître. Ils se déguisent, ils mentent, ils manipulent. Et le film, c'est ça aussi. C'est pas un film d'espionnage, à vrai dire. C'est un film d'espionnage avec un truc en plus. C'est ça qui change tout. Il fait la même chose que les personnages. C'est des espions, mais ils ont ce truc en plus qui les rend un peu uniques. Et c'est ça le film. C'est pour ça que Tenet, on peut dire ce qu'on veut, ça n'existe pas des films comme ça, quoi. C'est un film unique, hyper original dans sa proposition, qu'on l'aime ou pas d'ailleurs, cette proposition. L'interrogatoire, c'est un bon exemple. Putain, t'es quand même dans une scène d'interrogatoire où tu peux prévoir l'avenir et le passé de la scène. C'est trop une bonne idée, quoi. Dommage qu'émotionnellement, t'en as rien à foutre de la meuf. Ça, c'est un autre débat. Mais juste la tache de sang sur la vitre, c'est une idée de fou. Parce que tu sais pas vraiment ce qui va se passer. Mais tu peux prédire un peu le truc. Et ça, c'est vraiment bien trouvé. Maintenant, il faut parler du temps et de la maladresse avec laquelle Nolan essaie d'expliquer ce qui se passe dans le film. J'ai toujours critiqué Nolan sur son côté surexplicatif. Et s'il y a un film où il fallait bel et bien expliquer le plus possible, c'était là. Mais même quand il explique, on ne comprend pas. C'est ça le vrai problème du film. C'est qu'il explique et on capte rien quand même. Il y a la fameuse scène avec Clémence Poésy qui explique le concept des balles, de la guerre du temps, etc. C'est pas une guerre nucléaire, c'est une guerre du temps. C'est différent, c'est nouveau. Le but du film est que les anciennes générations ont détruit la Terre et les futurs ont trouvé une seule solution, se venger du passé ou en essayant d'arrêter le passé, quoi. C'est en tout cas la mentalité des gens du futur, en arrêtant les boomers, quoi. Ils peuvent peut-être sauver la Terre de l'apocalypse. C'est l'écologie, c'est la guerre, tout ça. C'est clairement en lien avec les thématiques de Nolan sur Oppenheimer. C'est pas pour rien qu'il cite d'ailleurs Nolan dans la scène en question, et c'est en lien avec les thématiques de l'Odyssée. Clairement, Nolan, il voit sa génération et celle de ses parents comme la génération qui a tué le monde. Et il regrette de ne pas pouvoir laisser une bonne terre à ses enfants. C'est évident qu'avec évidemment Tenet, Oppenheimer et l'Odyssée, c'est sa trilogie de l'apocalypse. C'est comme ça que moi je le vois aujourd'hui. Et ça que moi j'aime beaucoup dans ces 3 derniers films, c'est le sujet. C'est pas pour rien que les bonnes personnes dans le film essaient de se suicider. Genre elles ont fauté, elles ont créé des choses qui auraient pas dû être créées, et elles se rendent compte qu'en fait, elles doivent vivre avec leur atrocité, et le seul moyen d'empêcher l'atrocité d'exister, c'est de se suicider. C'est l'histoire de l'algorithme et tout. C'est un peu l'inverse d'Oppenheimer. Oppenheimer, il a essayé de se révolter, il n'a pas réussi. Ces personnes-là n'ont pas réussi non plus, mais au moins elles se suicident en essayant de limiter la casse, quoi. C'est un peu le débat et c'est un peu la discussion qu'il a créée depuis Tenet avec ses 3 derniers films. Pareil pour évidemment Ulysse qui part en exil à la fin du film. Bref, j'adore cette idée de culpabilité et de comment on peut laisser une nouvelle terre, une meilleure terre à nos enfants. Mais le problème vient de quelque part d'autre, quoi. Le problème vient du concept même du film. La balle qui rentre dans son pistolet, le fait de se bagarrer à l'envers, les crashs de voitures dans le mauvais sens, le feu qui refroidit, le fait de voir le passé, le futur, etc. Nolan sait qu'il explique des sujets qui sont incompréhensibles. Il sait que mentalement, on peut pas comprendre. Parce que la grammaire cinématographique n'est pas faite pour ça. On ne peut pas regarder ce film et les scènes en question et comprendre la logique. C'est impossible, on se pose des questions. Notre cerveau, il veut pas. On essaie de comprendre la logique interne de l'œuvre, quoi qu'il arrive. Donc Nolan, il est au courant. Il dit un truc simple, j'explique ce qui se passe, mais franchement, vous prenez pas la tête. Laissez-vous emporter. Ne réfléchissez pas à la logique du film, car il n'y en a pas en réalité. Il dit ça dans la fameuse scène qui a beaucoup tourné à l'époque. Il peut t'expliquer autant qu'il veut le film, le scénario, ce que tu veux, comment ça fonctionne. Ça changera rien. Parce que de base, le concept est tellement perché, est tellement compliqué en tant qu'humain à comprendre. L'histoire du temps linéaire, vous savez, c'est un peu le délire à Premier Contact. On peut pas vivre le temps en même temps. Nous, les humains, on vit le temps de manière linéaire. Il y a un avant, il y a un après, et il y a le présent. Mais en fait, le film te dit non. Dans un film, on peut faire ce qu'on veut. On peut faire plusieurs choses à la fois. Premier Contact, c'est exactement la même chose. Sauf que Premier Contact, c'est pas tout le concept du film. C'est le twist, entre guillemets, quoi. C'est la conclusion. Là, c'est tout le concept du film. Et il te dit, ne comprends pas ce film. N'essaie pas de le comprendre. Ressens-le.
Et en vrai, cette fois-ci, je l'ai fait. La première fois que j'avais vu le film, cette logique m'a saoulé. J'étais vraiment en mode, Nolan, c'est un lâche, il assume pas. Et cette fois-ci, je me suis dit, mais tu sais quoi, Reg, je vais l'écouter. Je vais me concentrer sur la mise en scène, sur l'émotion, plutôt que de bloquer sur ce truc de logique, de compréhension de l'œuvre. Vous pouvez continuer à bloquer dessus, 100%. Moi, je trouve que c'est honnête. Si vous dites non, mais Nolan, je capte pas, ça me saoule, mon cerveau marche pas avec son film, je comprends totalement. Mais moi, je vous dis aujourd'hui, réessayez le film sans réfléchir à la logique du temps dans l'œuvre et juste ressentez l'émotion du film, la mise en scène, et ça va débloquer un truc dans votre tête. Enfin, peut-être pas pour tout le monde, mais pour moi, j'ai revu le film, je me suis dit, là, je capte ce qu'il voulait faire. Peut-être c'est pas bien pour certaines personnes, ça je comprends. Franchement, s'il y a un débat concernant Tenet où on peut tous se mettre d'accord, c'est qu'il y a des gens, ils vont être complètement hermétiques à ce qu'ils proposent. Moi, je l'étais à l'époque, mais là, je me dis, vas-y, je tente de le voir différemment. Et maintenant que je l'ai vu différemment, j'ai passé un meilleur moment devant le film, parce que justement, j'écoute Nolan, je me dis, vas-y, je mets la compréhension de côté, et je me fais kiffer avec la mise en scène, je me fais kiffer avec l'émotion, la musique, le montage, et là, c'est bien mieux. Le film est bien plus intéressant, les thématiques de l'œuvre, plutôt qu'avoir cet handicap gênant autour du film, qui est, je comprends pas exactement les détails de tout, pourquoi le feu ça refroidit et tout. Cette fois-ci, on accepte, on prend la construction du film, qui est plutôt bien faite, parce que tu comprends assez rapidement que tu vois à la fois l'avenir, le présent, le passé, grâce à des petites phrases, grâce à des petits moments à droite à gauche, et ça qui est cool, c'est qu'il a fait un film qui est vraiment pas linéaire, tout en étant linéaire en soi, parce que y a un montage et tout, il y a un truc par rapport à ça, quoi. C'est ça qui est fort. C'est une question de point de vue, comme il dit dans le film. Et une fois que j'ai adopté ce nouveau point de vue, le film était bien meilleur. Est-ce que c'est une mauvaise excuse d'apprécier le film ou un truc comme ça? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je comprends les gens qui vont se dire non, mais c'est de la merde à cause de ça. Je capte. Mais moi, je dis aux gens, réessayez de prendre le film pour ce qu'il veut être réellement. Un film qui explique les bases du truc. Et si vous captez rien, allez-y au feeling. Allez-y à l'émotion pure, esthétique de l'œuvre. Parce que, pour le coup, le film, quand vous oubliez tout ça, ça devient une grande épopée d'aventure d'espionnage à travers le monde. Nolan, il sait faire ça. Il arrive à donner de l'échelle à l'Inde elle-même. On y croit, car c'est vrai. C'est le pays, ou peut-être pas le pays, mais en tout cas, ça ressemble au pays. Les figurants, le lieu de tournage, l'authenticité. On se croit dans un James Bond. La montée sur le bâtiment, là, sur gratte-ciel, avec, le câble, la photographie impressionnante. Mais il y a tout. Le compte à rebours, encore une fois, le temps hyper important. La respiration. Et là, il se lance. T'es à fond dedans. Et quand il fait de l'espionnage avec ses effets pratiques, tu le ressens et c'est génial, quoi. Puis même le twist concernant quelque chose d'assez étonnant de la part de Nolan, c'est que t'as un personnage féminin qui est peut-être le plus actif de sa filmographie, qui est en fait l'antagoniste du film. Priya, qui se cache derrière l'image d'un homme, parce que c'est comme ça la société, tout ça, vous faites ce que vous voulez de cet argument, mais en tout cas, c'est le sujet du film. Elle se cache derrière un homme, mais en fait, c'est elle qui vend des armes, c'est elle qui crée des problèmes, et c'est le propos du film. C'est le côté anti-guerre, qu'on revoit dans Oppenheimer, qu'on revoit dans l'Odyssée, et cette vendeuse d'armes, dans cette séquence que j'adore en Inde, faut plus de blockbusters là-bas, faut que je me mette au cinéma indien, je vous jure, parce que l'Inde, esthétiquement, c'est génial. Mais en tout cas, il y a ce truc où c'est pour Nolan, eux les ennemis. Ces gens dans ces tours d'ivoire, tout en haut, qui font de l'argent sur la guerre, qui font de l'argent sur la souffrance des autres, sur la fin du monde. C'est ces gens-là que Nolan y déteste. Et ça, il y en a partout dans le film. Je veux dire, même le côté aventure que j'aime beaucoup, il est un peu écrasé par le snobisme à l'anglaise, colonial, du personnage de Michael Caine. C'est un peu ça, c'est l'opposé même de l'Inde. Et c'est pas pour rien qu'il passe de l'Inde au Royaume-Uni, c'est pas un hasard. Mais j'adore ces différents contrastes et l'exploration de ce monde purement cynique et déjà au courant de l'apocalypse. Genre là, les humains, ils savent que c'est un peu la fin du monde. Et ils participent, ils sont au courant, mais ils s'en foutent, ils vont mourir. Ils s'en foutent de leurs enfants, des futures générations. Il y a un truc que j'aime bien par rapport à ça. Et t'as envie de sauver le monde, mais en même temps d'enterrer ces connards de riches qui profitent de la souffrance des autres, quoi. Et en plus, le fait d'avoir un Américain qui parle pas vraiment avec d'autres Américains, il est vraiment avec les Britanniques, les Indiens, les Russes et tout, qui a un second degré un peu très européen, d'ailleurs j'ai envie de vous dire, l'humour, la moquerie, il fait plus de blagues que le Joker, c'est peut-être le personnage le plus drôle de la carrière de Nolan. J'avais oublié à quel point d'ailleurs le film était amusant par rapport à ça, mais c'est ça qui est cool, c'est voir le contraste de tous ces gens-là, lui qui prend vraiment ça au sérieux, mais qui a le plus de second degré, qui a le plus d'autodérision. Le mec qui se met en avant, qui essaie de se sacrifier, qui en même temps a du mal, on en parle dans quelques minutes. C'est ça que j'aime beaucoup. C'est le gigantisme des villes qui est vraiment contrasté par l'intimité du film. Et il joue à fond sur ça. La Norvège, forcément, ville super moderne, ses grandes places et tout. Le Vietnam, au bord de l'eau, ses grandes falaises, à côté de ces magnifiques endroits, ou tout simplement la beauté de l'Italie, montrée sur l'eau, au sommet des villes,
en plein milieu de la ville avec ces vieilles villes, quoi. Encore une fois, c'est le passé qui veut mettre en avant. Il y a une volonté de faire voyager en mode espionnage classique, culture internationale, parce que c'est ça les films d'espionnage à la base, mais en même temps, t'as juste purement quelque chose de magnifique parce que le chef-op, Hoyte van Hoytema, il est trop fort, quoi. Il flexe trop, il est incroyable, il rend ces villes tellement belles, avec ses couleurs tellement froides, en même temps, ça donne envie de sauver le monde, quoi. C'est important, ça, pour le coup, pour le film. Parce que oui, c'est la fin du monde, oui, c'est l'apocalypse, mais c'est un film sur l'amitié entre deux hommes. La première scène de rencontre, tu sens le passé entre les deux, alors qu'il n'y a pas eu de passé encore pour l'un des deux. Ça qui est intéressant. Il y a une ambiance de retrouvailles, mais unilatérale, ce qui est hyper original en soi. C'est bon, le délire un peu de voyage dans le temps, mais il joue vraiment sur ça, et Pattinson, franchement, il dégage un truc assez fou, et tous les acteurs, je trouve vraiment très bons. Nolan, il s'est dirigé, en général, puis se balance à la fois des punchlines et des débats philosophiques, comme ça, lors de disputes un peu nulles. Il y a une vraie connexion, et cette alchimie-là, elle est forte, et t'as envie de la sauver, la préserver tout le film. C'est le but du film, c'est sauver cette amitié. J'aime leurs discussions calmes sur les paradoxes du grand-père qui expliquent un peu le film, le libre arbitre et tout. En fait, Nolan, il essaie pas de faire un film sur le voyage dans le temps. Il s'en fout de ça. C'est juste un concept pour son œuvre. Il fait un film sur l'amitié et comment on arrête l'apocalypse. Et c'est ça que j'aime ici. Et c'est ça qui est cool aussi, c'est qu'il crée une règle basique de science-fiction classique. Si tu te croises, tu meurs. Tu vous dites, ok, ça crée un stress. Mais le but de la scène d'action, quand on les revoit se battre, le protagoniste contre lui-même, c'est pas le truc en mode waouh, c'est dangereux, s'ils se touchent, ils explosent, c'est la fin, tout ça. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'on revoit la scène à l'envers. Certes, la dynamique change complètement, on revit le braquage et du coup, c'est compliqué parce que c'est un braqueur qui essaie d'arrêter le braqueur qui lui-même. C'est intéressant, mais surtout, tu commences à apprécier le côté bizarre du film, le manque d'impact qui devient lui satisfaisant. Et la finalité de ça, c'est pas le symbole du protagoniste qui s'affronte lui-même, qui doit choisir de manière symbolique entre sa mission, l'humanité. Ça, c'est classique. Mais ce qui est bien dans la scène, c'est pas de la refaire non plus. Certes, c'est stylé de te faire tirer dessus par toi-même et de savoir avant même la scène d'action que tu t'es fait tirer dessus par toi-même parce qu'il saigne avant même d'aller dans le combat, quoi. C'est le fait de savoir que Pattinson, il a laissé passer. Il a laissé partir son ami et toute cette scène-là, elle va à cette conclusion émotionnelle. Parce que le cœur émotionnel du film, il est là, en réalité. Il joue sur ça. Le but, c'est pas lui qui s'affronte lui-même ou quoi, même si c'est stylé ou quoi. Non, il joue sur le fait que le but, c'est l'amitié entre ces deux gars-là. C'est le cœur même. Après, il y a des trucs que j'aime pas, hein. Attention, hein, le délire du protagoniste. Le fait de l'appeler le protagoniste, moi, je trouve ça un peu too much. Je trouve ça un peu lourd et un peu con. Tu sens la vibe James Bond où il voulait donner un nom passe-partout. C'est ce qui est devenu un peu Bond, non? C'est un truc que tu peux donner à quelqu'un d'autre en mode, tiens, c'est le protagoniste. Tout le monde peut être le protagoniste. Tout le monde peut littéralement vivre ça, être l'élu, ce genre de choses. C'est un peu trop simple, d'après moi. Et ça gâche un peu la personnalité du gars, alors qu'il en a, ce personnage-là. Il a une vraie personnalité, et le fait de pas lui coller un nom, ça donne un truc vraiment impersonnel qui gâche un peu le personnage. Mais l'acteur, franchement super, hein, il aurait pu très bien faire un James Bond. Dommage qu'il est américain, parce que là, il a eu l'occasion de jouer le James Bond de Nolan, mais il aurait pu jouer un vrai James Bond en théorie, quoi. Mais bon, c'est pas ça le problème du film. Le vrai problème du film, c'est ce que je vais dire là. C'est Elisabeth Debicki. Encore une fois, elle est super, hein, super actrice, rien à dire. Mais le personnage, prisonnier de son amour passé pour son homme et de son amour présent et futur pour son fils, coincé entre deux mondes, dans l'idée, j'aime bien. Le côté dragueur, provocateur du protagoniste marche super bien avec elle. Mais encore une fois, ce qui m'énerve, c'est le classicisme de fou de ce truc, quoi. C'est vraiment des relations hyper basiques entre ce personnage-là, alors que le reste du film est beaucoup plus expérimental. Il tente beaucoup plus de choses dans quasiment tout. Quand il s'agit d'elle, du méchant et les liens avec le personnage principal, pour moi c'est assez raté. Ça fait vraiment film d'espionnage basique qui a rien d'autre d'intéressant à proposer. La scène où elle essaie de le tuer et le protagoniste le sauve, c'est une super scène d'action en soi. Je veux dire, il faut plus de films sur des catamarans. Ça envoie, c'est cinématographique, rien à dire. Mais les répercussions de ça sont tellement simples, sont tellement bêtes. D'un coup, le mec est un peu apprécié par le méchant, puis ensuite il est de nouveau détesté. C'est bien expliqué vite fait entre guillemets, mais ça va trop vite. Il rush ses relations, il sait pas quoi faire avec, il tourne un peu en rond, d'ailleurs avec ces trois personnages, et ces motivations-là, surtout pour cette femme, c'est pas intéressant, quoi. Oui, elle veut sauver son fils, mais c'est trop simple, il y a peu de complexité, c'est trop manichéen, et le protagoniste, il veut être humain, il se bat entre son humanité, parce qu'il est pas amoureux de cette femme, pas vraiment, mais il se bat entre l'humanité et littéralement la responsabilité, parce qu'il aurait pu la laisser mourir, en réalité, cette femme, plus ou moins, parce que c'est un peu compliqué, il y a le truc sur voyage dans le temps, et doit quand même participer et tout, mais un truc un peu compliqué à devoir choisir entre sa mission et le cœur. C'est le truc un peu classique, mais ça va pas assez dans ça. Ça le problème. Ça va pas assez dans ce mélange de responsabilité, ce mélange de cœur et tout, et je trouve que c'est un peu dommage. Et surtout que, oui, j'aime bien l'ambiguïté, que ce soit pas vraiment romantique, que ce soit plus vraiment humain qu'autre chose, ça twiste un peu le truc. Mais franchement, c'est du déjà vu 1000 fois, et c'est pas du tout intéressant, ou ça n'apporte rien de nouveau. C'est comme Kenneth Branagh.
Je veux dire, quand elle est avec Sator, c'est le nom du méchant, c'est le gros point d'art du film. C'est une grosse partie de l'œuvre, en plus. J'ai du mal avec son acting, j'ai du mal avec son accent. Vraiment, ils auraient dû prendre un acteur russe ou quelqu'un d'autre, mais Kenneth Branagh, il dégage rien, je trouve, dans le film. C'est pas un bon méchant de James Bond. Il est hyper caricatural dans son plan. La vibe guerre froide, elle est aussi un peu ratée à cause de lui. Alors qu'il y a une vraie, en théorie, vibe de film de guerre froide de l'époque, mais une guerre froide temporelle, avec du coup le passé qui affonde le futur. Enfin, en théorie, ça aurait pu être bien, quoi. Mais il ramène le film, qui est encore une fois assez nouveau, expérimental, à un truc à l'ancienne. Et ça marche pas, en fait, ça me sort vraiment de l'œuvre. L'amitié qu'il développe avec le protagoniste, elle est complètement ratée. Enfin, l'amitié, c'est pas vraiment des amis, comme il y avait un truc à faire dessus, mais ça va trop vite, et c'est dans le vide, et ça va dans tous les sens. Et Nolan, il a vraiment pas réussi à écrire ce personnage-là, et tu vois qu'il s'en foutait de ses relations. Et c'est ça qui est dommage, c'est que thématiquement, les relations intéressent, mais en termes d'écriture, en tant que film, c'est tellement vide. Il n'y a pas de scène émouvante entre eux, il n'y a pas de scène marquante entre eux, il n'y a rien, quoi. Il essaie de donner des petits trucs à la con, genre de personnalité comme lui qui a grandi dans la Nouvelle-Russie, lui qui a un rythme cardiaque toujours en dessous de tel BPM, et quand t'as le protagoniste qui arrive, bah forcément ça change. Mais il est ridicule, il est pas menaçant, et pour moi, il n'y a aucune scène forte entre ces trois-là, quoi. Même à deux, ou peu importe, quoi, il n'y a rien de marquant. Et j'allais dire, oui, mais le but, c'est que ce méchant soit un peu pathétique et tout, parce que Nolan ne respecte pas ses gens. Mais je veux dire, comme tous les méchants, il fallait créer un truc un peu plus fort. Mais vous vous rappelez d'aucune scène avec Kenneth Branagh dans le film. Faut dire les choses. Pareil pour Elizabeth Debicki. Il n'y a rien. Les scènes qui marquent, c'est les scènes où Nolan, il tente des trucs avec Tenet. Pourtant, Nolan, il sait créer des moments de personnages. Vous avez vu l'Odyssée récemment, vous avez vu Oppenheimer, vous avez vu The Dark Knight, Interstellar et tout. Là, il n'y arrive pas. Et c'est juste la représentation de ce que Nolan voit de mal dans le monde. Ces riches vendeurs d'armes, prêts à braver les paradoxes et le monde entier pour l'argent, leurs fausses émotions, leurs fausses philosophies, quoi. Et pour moi, ça rallonge le film d'une manière pas possible. Ces longues scènes et tout, c'est long et chiant. Et surtout, ça gâche le climax du film. Parce que moi, le climax, je l'adore. Tu comprends rien. Il est là, Aaron Taylor Johnson a présenté un peu ce qui va se passer. Tu captes rien. Et j'adore cette sensation. L'explication du plan des deux côtés qui sont inversés. On comprend rien, on s'en fout. Franchement, en le rematant, j'ai toujours rien compris et ça me va très très bien. Mais en vrai, moi je vous le dis, quand vous arrêtez de vouloir comprendre, le film est bien meilleur. Je me suis laissé emporter. Mais en même temps, tu tapes l'intrigue avec le paradoxe temporel, chiant avec Debicki, avec Kenneth Branagh, qui vient casser le rythme du climax. T'as une scène d'action dantesque à côté, t'as ce truc sur le navire où il y a une fausse tension, t'y crois pas. C'est vraiment dommage, quoi, parce qu'émotionnellement, il n'y a pas ce qu'il faut. C'est un peu du gâchis, ça casse le rythme, ça manque d'enjeu, tu sais ce qui va se passer. C'est pas marquant, et quand ça se passe, parce qu'il tue son gars, ça change pas grand chose. Au final, j'aime bien le symbolisme, encore une fois, hein, de le voir mourir, parce qu'il y a le truc sur sauver le passé, sauver le futur et tout. L'exécution est mauvaise, c'est ça qui m'énerve. La mort du méchant, tu t'en fous, on passe à autre chose et puis basta, remontre-moi les soldats, c'est mieux. Par contre, oui, le climax, il est hyper généreux, encore une fois. C'est des gens qui marchent plus ou moins dans des couloirs, c'est ça qui est cool. Même si je capte rien parce que mon cerveau refuse comme le vôtre, il arrive à créer une anticipation. Il arrive à créer un danger. Entre le mec qui découvre trop tôt sa mort, Pattinson qui le prévient, les bâtiments qui s'écroulent et se décroulent, se rebâtissent, il crée un truc qui marche bien, qui est fort, il y a un enjeu, t'es jamais perdu dans la masse. Il y a une phrase que j'adore, on a vendu notre temps et on se bat pour une cause inconnue. C'est super en réalité parce qu'il y a un lien sur ce fanatisme un peu religieux et la résolution sur le vrai ennemi. C'est nous-mêmes, on est notre propre ennemi en réalité. L'espèce humaine, du présent, du passé contre celle du futur qui vient se venger, quoi. Qu'est-ce qu'on ferait si on pouvait, et surtout, est-ce qu'on peut réparer les erreurs du passé? Et comment on fait ça? Comment on peut réparer l'irréparable? Encore une fois, je parle d'écologie, de politique et tout. Il y a une satisfaction à comprendre qui s'est sacrifié au concert au début. C'est assez intéressant, voir cette résolution est certes assez simple, mais bien pour une histoire aussi compliquée, et surtout que le but est émotionnel. C'est de savoir que c'est pas fini, c'est le début, mais aussi la fin, et puis il y a des vrais adieux touchants entre ces amis-là, avec ce Pattinson qui va sauver toujours le protagoniste qui va découvrir son amitié au fur et à mesure. Il y a un truc mélancolique, et Neil il dit au revoir, alors que le protagoniste il va dire bonjour. J'ai trouvé ça beau et fort. Il y a même Aaron Taylor Johnson qui a sûrement son meilleur rôle, hein. Il représente l'armée, le futur, le présent, il est côté militaire, mission avant tout, mais à la fin il y a comme une humanité aussi. Il laisse ces deux gars se dire au revoir, passer à autre chose, j'aime bien. Et en fait, je me suis rendu compte que j'adore la DA de Tenet, car même si ça parle du manque de libre arbitre, de paradoxe, le film dit quand même à la prochaine génération, c'est pas une excuse de rien faire. Vous pouvez quand même vous battre, vous pouvez quand même continuer. C'est aussi ce qui se passe à la fin avec l'Odyssée, évidemment. Et c'est pour ça qu'à la fin, on voit une femme qui s'occupe d'un enfant sous le regard d'un protecteur. C'est comme ça que Nolan, lui, se voit. On peut trouver ça kitsch, bien, pas bien, mais c'est la vision de Nolan sur la société. Et j'adore la colère du protagoniste qui doit quand même tuer Priya devant l'enfant, justement, qui voit pas, mais qui est à côté, quoi. Parce que même si elle a beaucoup aidé, elle fait partie de ces
personnes problématiques qui ont mis le monde en danger, quoi. Donc il y a une défaite dans l'air quand même aussi, et c'est pas une fin forcément positive. Et ça, j'apprécie beaucoup dans le film. J'ai clairement revu Tenet à la hausse. Je dirais presque que j'adore Tenet. Il y a des gros problèmes de personnages, d'intrigue, c'est un peu long. Mais lorsque tu te laisses emporter par l'histoire, par ce que Nolan veut raconter, par la mise en scène, par les sujets qu'il aborde ici, oui, bah c'est pas mal, quoi. Franchement, c'est cool, c'est divertissant. J'ai été vraiment repris par cette ambiance, par ce monde, par vraiment tout ce qu'il veut raconter. Et je me demande, ça serait quoi la vie de ce film aujourd'hui sans le Covid? Parce qu'il est quand même sorti durant le Covid. C'est un film qui a eu du mal à vivre à cause de l'incompréhension par rapport au scénario, par rapport à, voilà, plein de choses que les gens aiment pas en général. C'est vraiment un film Nolan anti-spectateur, parce que les spectateurs, ils aiment bien comprendre l'histoire. Ils aiment bien comprendre la logique. Et Nolan, pour une fois, il a dit aux spectateurs, ne comprenez rien. Ne comprenez pas la logique, laissez-vous emporter. Et ça, les gens, ils aiment pas. Les gens, ils aiment pas. Cette fois-ci, moi, j'ai écouté Nolan et j'ai kiffé. J'ai passé un super moment en termes de DA, même la musique, j'ai mis un certain moment. Il y a un vrai truc. Donc, redonnez une chance à Tenet. Replongez-vous dans Tenet. Il y a une vraie force d'efficacité dans la mise en scène, dans ce que le film raconte. Et moi, cette fois-ci, ça m'a plu. J'ai passé un super moment devant Tenet. Encore une fois, il y a des problèmes, hein. Mais c'était limite effacé par le reste du film, qui m'a pas mis une claque. Mais j'ai trouvé ça hyper divertissant. Et je suis content d'avoir redonné une chance au film, parce qu'il m'a bien plus plu qu'à l'époque. Et pour moi, c'est plus un point noir dans la carrière de Nolan aujourd'hui, comme ça l'était il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est une tentative et le début d'une nouvelle ère pour Nolan. Cette ère de l'apocalypse, avec Oppenheimer, l'Odyssée et tout. Un nouveau monde. Donc si vous avez aimé l'Odyssée, si vous avez aimé Oppenheimer comme moi, retentez Tenet. Parce que ça parle de la même chose, un peu différemment. Et il a fait son James Bond. On peut aimer ou pas comment il a fait. Mais en tout cas, il a tenté un truc que moi j'ai grave kiffé cette fois-ci. Ça m'a beaucoup plus plu et marqué. Donc je suis très content d'avoir redonné sa chance à Tenet. Et vous devriez faire de même. Vous allez sûrement kiffer. Dites-moi ce que vous en pensez, êtes-vous d'accord, pas d'accord, j'ai envie d'avoir votre avis sur Tenet. Retentez l'expérience Tenet, peut-être vous allez vraiment adorer. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description quand on pas anglais afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant, les vidéos sont disponibles en mode podcast et j'ai aussi un compte Instagram, TikTok et Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.